Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un bonus pour tout savoir sur les différentes sortes de peinture. Qu'est-ce que c'est un liant, un médium, un vernis? Je vous laisse vous connecter tranquillement. Bonjour, ça va? Vous avez survécu à ma blague? Voilà, je vous laisse vous connecter tranquillement. N'oubliez pas d'activer les notifications sur les lives. Ça vous permet d'être au courant quand je commence, parce que je ne commence pas toujours à l'heure. Ok, bonjour tout le monde. Je vous fais un bonus sur les différents liants, les différents médiums, différents pigments, toutes les différentes sortes de peinture. Bonjour tout le monde. Bonjour Myriam. Voilà, super. Je vous laisse vous connecter. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Hé hé hé. Alors, on est ensemble pour parler un peu de technique, pour y voir un peu plus clair. Vous savez, quand j'étais au lycée, j'ai fait une section spéciale art appliqué, où on avait 25 heures de dessin par semaine. C'est comme un bac spécialisé français, sauf que moi, c'était spécialisé art appliqué. Et j'ai fait plein de techniques différentes euh, que j'ai pu apprendre parce que j'ai eu la chance de faire un stage dans un magasin de beaux-arts. Et donc, j'ai découvert plein de trucs que je connaissais pas quand j'avais 15 ans. Et puis après, on nous a fait travailler de la seconde à la terminale, 50 heures par semaine sur le dessin, le design, stylisme, architecture d'intérieur. C'était vraiment une formation super avant que je rentre aux Arts Déco de Strasbourg où je me suis un peu plus orientée sur le côté art et pas art appliqué. En tout cas, en ayant fait ce stage à Graphigro, j'ai appris plein de trucs que je connaissais pas sur les techniques. Et puis après, j'ai simplement expérimenté. J'avais un atelier à la cave chez mes parents. Et puis, j'essayais. Ma grand-mère était peintre aussi. Et elle était folle de techniques mixtes. Donc, déjà, elle m'a initiée. Et mon grand-père était aussi peintre, hein, mais lui, c'était très classique. C'est-à-dire, c'était vraiment classique de chez classique. Il donnait aussi des cours aux arts plastiques. Donc, lui, c'était vraiment l'huile, l'aquarelle, la plume, mais très classique et extrêmement bien fait. Et de ces deux enseignements, j'ai eu la chance d'avoir et des bases solides sur comment on fait chaque technique. Je vais vous en parler aujourd'hui, aquarelle, acrylique, etc. Et comment on apprend aussi à les mélanger. Et ensuite, mes amis, il n'y a pas de secret, il y a l'expérience. C'est-à-dire que voilà, j'ai trafiqué, essayé, raté, recommencé des milliers de fois avec des résultats pas toujours probants. Et puis les accidents donnent aussi des idées. Et c'est comme ça que j'ai mis au point énormément de techniques différentes dans le sens technique mixte. Parce que s'il existe des cours de technique genre que huile ou que aquarelle et cela de façon classique, je propose moi des cours de mix média, c'est-à-dire de mélanger les techniques entre elles, plus de mélanger des trucs qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire des trucs du bâtiment, des choses de l'ébénisterie, des choses de la cuisine, des choses de la déco, détourner, mélanger, mettre dessous, dessus, des choses du BTP, enfin voilà. Donc mon truc à moi, c'est mélanger les techniques et que ça tienne sur la toile ou sur le papier. Donc chimiquement, il faut quand même être un petit peu au courant parce que sinon ça craque et ça tombe du support. Voilà, vous êtes 70 déjà, c'est super. Bonjour tout le monde, je vous fais un bonus assez complet sur les différentes techniques en peinture, parce qu'il y a aussi les différentes techniques en dessin. Ça, c'est déjà aussi une autre paire de manches. Et puis, il y a aussi, je pourrais vous parler des pinceaux, toutes les différentes sortes de pinceaux.
Et je pourrais aussi vous parler des différents supports. Mais Mazette, il faut venir me voir en cours parce que je ne peux pas tout vous expliquer comme ça en vidéo. J'ai tellement de choses à vous dire, à vous expliquer. C'est énorme tout ce qu'il y a à connaître et à savoir. Voilà, vous êtes en train tranquillement de nous rejoindre tous. C'est cool. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes prêts? C'est un cours un peu théorique, mais on va apprendre à fabriquer de la peinture soi-même. D'accord? Voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes attentifs? Ouais? C'est toujours assez... Quand je me vois dans la caméra, je vois que j'ai des taches. Ok, vous êtes prêts? Et prêteux? Ok, c'est super. Alors déjà, on va parler de la peinture Beaux-Arts. Parce qu'il y a aussi la peinture en bâtiment. D'accord? On va faire une toute petite aparté sur ça pour expliquer la différence. Ok? On commence. Vous êtes là? Tout le monde? Oui! Ok? Super. Merci. Salut Nadège. Bonjour, je vous vois. Bonjour Cécile. Bonjour Magali. Bonjour Valérie. Et merci de me rejoindre. Allez, on y va pour savoir tout ce qu'il faut savoir sur la peinture. Déjà, la peinture existe depuis des centaines de milliers d'années, puisque déjà dans les grottes de Lascaux et dans les grottes préhistoriques, ils utilisaient de la peinture. Alors, il n'y avait pas de magasin de beaux-arts. Comment faisaient-ils? La peinture, c'est quelque chose en poudre qui est coloré avec quelque chose qui colle. Et au fur et à mesure des siècles et des styles et des évolutions technologiques, cette chose qui colle a évolué. Ça s'appelle le liant. Donc de la peinture, c'est du pigment, quelque chose qui est coloré, okay, avec quelque chose qui colle, du liant. Déjà, c'est ça la peinture. Ça va? Je parle bien avec les doigts, vous comprenez? Ok. Les hommes préhistoriques, ils prenaient ce qu'il y avait autour d'eux dans la grotte, c'est-à-dire du charbon, des rochers écrasés. Là, par exemple, je vous ai mis de la terre. Vous voyez, ils l'écrasaient. Ça faisait... Là, par exemple, c'est de la terre rouge, donc ça fait de la petite poudre de sable. Et ils le mélangeaient avec quelque chose qui colle. Mais qu'avait-il? Qu'avait-il pour que ça tienne sur les murs, les parois, et que ça résiste avec, au passage du temps? Alors, ils utilisaient la graisse qu'il y avait dans les os et puis du pipi pour diluer. Parce que finalement, ils ne savaient pas encore ça, mais le pipi, dedans, il y a de l'ammoniac et c'est un très bon conservateur. Voilà, donc ça, c'est la première peinture de l'humanité. La graisse qu'il y a dans les os à moelle à l'intérieur, mélangée avec du charbon, de la craie, différentes roches, tout ce qu'ils pouvaient trouver autour d'eux. C'est vrai, j'étais là. Mais oui, Marie. Ça va? Ensuite, on avance, on fait un grand bond dans l'histoire. Allez, on va chez les Égyptiens et ça a duré jusqu'au Moyen-Âge, donc quand même une grande partie dans l'histoire. Avec quoi peignaient-ils? Alors, ils peignaient tous les jours avec un mélange qui était fabriqué. C'était un mélange de peinture qui ne se gardait pas, qui s'appelle la tempera. C'est-à-dire que cette poudre, ce pigment, était mélangé avec du jaune d'œuf et pas le blanc, uniquement le jaune, d'accord? Et ils ont peint les icônes dans les églises, toute l'époque romane, tout ce qu'on peut trouver sur les planches de bois qui a été apprêté, préparé, et toutes les icônes, vous avez déjà vu ça dans les églises, ces petits tableaux assez simples ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bah, les icônes, quoi, d'accord? Vous regardez sur Google, ok? Donc tout ça, et les peintures chez les Égyptiens, dans les tombes, tout ça, ont été faits à la tempera, d'accord? C'était une peinture grasse, mais qui ne se garde pas, et on ne peut pas faire de surépaisseur. C'est-à-dire que le film s'appelle, c'est un lexique en beaux-arts, le film, c'est la couche picturale. Le film était très fin, d'accord? Ok. On avance un peu dans le temps, puis on arrive chez les Hollandais vers 1450, 1480, sur cette période-là. Et les peintres flamands commencent à laisser tomber le jaune d'œuf et à utiliser plutôt de l'huile. Donc ils mélangeaient leurs pigments, on parlera après des pigments,
avec de l'huile. Et le premier à avoir peint, ou du moins officiellement, hein, parce qu'on ne saura jamais, le premier à avoir peint avec de la peinture à l'huile, c'est le peintre flamand Van Eyck en 1470, quelque chose comme ça. Ok. Et alors la peinture à l'huile, elle est vraiment difficile, mais tellement plus beau que la peinture à l'eau. La peinture à l'huile se travaille pas juste avec de l'huile et du pigment, on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, je vous parle juste un petit peu d'histoire. Ok. On continue et pendant longtemps, les peintres ont peint à l'huile. Et vers la fin du 19e siècle, souvenez-vous, Monet, Van Gogh commençaient à faire des touches. Van Gogh utilisait vraiment des empâtements. Et dans sa peinture à l'huile, il a commencé à rajouter des choses beaucoup plus épaisses que les autres artistes qui l'ont précédé. C'est-à-dire, il rajoutait de la cire d'abeille pour faire vraiment des empâtements à sa peinture. D'accord ? On avance un tout petit peu, on arrive à la révolution industrielle. Début 20e siècle, voilà, il y a l'industrialisation qui commence. Tout va plus vite, les machines prennent la place des hommes et forcément la façon de créer, la façon de peindre change, puisqu'avant on mettait 2 ans pour faire un tableau quand on était 17e, 18e siècle. Puis là, le temps va plus vite, vous voyez, les voitures, les locomotives, voilà. Il faut aussi comprendre que l'évolution des techniques est liée à l'évolution de l'humanité et des progrès technologiques. Le monde va plus vite, donc on utilise des techniques qui sèchent plus vite et qui sont plus facilement réalisable. Mais c'est encore assez élitiste. C'est-à-dire que c'est pas comme aujourd'hui où chacun chez soi peut un peu faire quelque chose. À l'époque, il n'y a quasiment pas de magasin de beaux-arts. Il y a peut-être des petites drogueries qui vendent des choses, mais il faut quand même fabriquer beaucoup soi-même. D'accord? Ça, c'est vraiment... l'atelier de peintre est un atelier de cuisine où on fabrique. D'accord? Alors, au début du XXe siècle, les techniques changent et on commence à faire des techniques mixtes en peinture. Alors, les techniques mixtes existent déjà bien avant, mais uniquement au niveau des outils secs. C'est-à-dire, par exemple, au Louvre, il n'y a pas longtemps, il y a eu une super exposition sur les techniques mixtes de dessin. Et en fait, déjà 17e, 18e, les artistes mélangeaient le pastel sec, le fusain, la pierre noire, vous voyez, tous ces outils de dessin, ils les mélangeaient. C'était pas exclusivement une technique. Mais en peinture, ça n'arrive que début du XXe siècle, où, avec Picasso et d'autres, avec le commencement de la peinture abstraite et un peu plus moderne, on commence à faire des collages de papier, de carton et à utiliser beaucoup de techniques mélangées. Alors, je vais vous parler de la gouache également dans l'histoire de ces techniques. La gouache est une vieille technique, mais qui a plutôt été utilisée dans le continent africain. Parce que la gouache, c'est du pigment avec de la sève d'arbre, de la gomme arabique mélangée, donc la gomme d'acacia mélangée avec du pigment. Et chez les Africains, c'était vraiment la technique très utilisée. On parlera en détail de quelle technique fait quoi après. Je vous parle d'histoire pour l'instant. Ok, donc début 20e siècle, on utilise pas l'acrylique, ça n'existait pas encore, c'est super récent, mais on utilisait l'huile, le fusain, la craie sèche, les collages, et on commence à mélanger les techniques. Ok, voilà. Et plus tard arrive l'acrylique. Dans les années 70, avec le pétrole, les scientifiques arrivent à mettre au point aussi bien le plastique, en fait, les tupperwares, etc., mais aussi un liant qui sèche vite, qui est économique et qui va permettre de peindre vos murs avec une peinture qui sèche vite, qui n'est pas toxique. L'acrylique est né dans les années 70. Donc c'est assez récent en fait. Ça fait 50 ans que l'acrylique existe. Et grâce à ça, ça a vraiment démocratisé la création parce que ça a permis de rendre quand même économique et facile la peinture. Okay, on parlera des pigments tout à l'heure.
Ça va? On suit? Ok. Alors, j'ai oublié l'aquarelle. Comment l'aquarelle est arrivée? L'aquarelle, c'est vraiment 17e, 18e. Beaucoup de peintres faisaient leur esquisse avant leur grand tableau à l'aquarelle. Les sculpteurs aussi, on connaît des dessins même érotiques de Rodin faits à l'aquarelle. L'aquarelle est aussi une technique assez ancienne. D'accord? Alors maintenant, peut-être quand je vous dis gouache, acrylique, aquarelle, huile, vous ne voyez pas du tout la différence entre tout ça. C'est pour ça que je vous fais ce petit bonus pour vous expliquer. Voilà. Mais on a compris un petit peu l'histoire et l'évolution des techniques au niveau des liants. Maintenant, on va parler plus spécifiquement de l'Alsace. Les maisons alsaciennes sont peintes à la pas à la tempéra, pardon, à la caséine. C'est le petit lait du lait qui est mélangé avec du pigment et ça donne une peinture qui ressemble à la gouache mais qui est waterproof. Et la plupart des maisons alsaciennes classiques sont peintes à la caséine. Donc c'est une peinture à base d'origine animale, à base de lait. D'accord? Donc on a la tempéra à base de jaune d'œuf qui est d'origine animale et la caséine. Ok? Donc pour faire de la peinture, il nous faut du pigment et quelque chose qui colle, du liant. Ok? À partir de là, tu peux laisser aller ton imagination et même inventer des techniques. D'accord? Alors, on va parler des pigments maintenant. Cette fameuse poudre de couleur qui nous sert à fabriquer la peinture. Quelle est-elle? Alors, les pigments chimiques sont arrivés quand même assez tard grâce à nos chimistes et au progrès technologique dans le XXe siècle. Mais avant, parce que ça fait peu de temps finalement qu'on est dans l'ère industrielle, il faut quand même se le rappeler. Hein, c'est-à-dire, allez, avant, on va dire 1915, ce sera plus tard quand même au niveau démocratique, mais je vais dire, allez, début XXe siècle. Avant ça, c'était des pigments naturels. Qu'est-ce que c'est un pigment? Un pigment, c'est une poudre de couleur d'origine animale, par exemple. Ça peut être des cochenilles, des petites araignées écrasées. Ça peut être de l'encre de sèche. Alors, les cochenilles, ça fait du carmin. Il y en a aussi d'ailleurs dans les bonbons, les rouges à lèvres et votre sirop de grenadine. Ensuite, on a l'encre de sèche. Sépia. On a le pipi de vache indien qui fait le jaune indien. Magnifique jaune indien. Et ouais, c'est du pipi de vache. Qu'est-ce qu'on a encore d'origine animale? Le pourpre et le murex qui sont... Alors le pourpre, c'est un coquillage en voie d'extinction. On ne peut plus l'acheter à l'état naturel. Moi, j'en ai un petit peu à l'atelier, j'ai de la chance. J'en avais trouvé dans un autre pays. Mais le pourpre a eu vraiment une extinction à cause de ça. Donc c'est un coquillage et à l'intérieur du coquillage, il y a cette poudre. Le pourpre, ça fait la couleur des habits des cardinaux. C'était très cher de le faire. C'est pour ça qu'il n'y avait que l'église qui pouvait se permettre de teindre leurs habits avec du pourpre. D'accord? Le murex, c'est pareil. Le murex, ça fait le vert cardinal. Et pareil, ce n'était que le pape et vraiment dans le clergé, les plus haut placés qui arrivaient à se payer des teintures avec ces pigments. D'accord? Ok, alors ça c'est tout ce qui est d'origine animale. Mais oui, Valérie, si tu savais tout ce qu'il y a dans ce qu'on mange, il y a beaucoup d'insectes. C'est E216, je crois, le colorant rouge cochenille. Hein. Mais bon. Bref, un consommateur averti est mieux qu'un consommateur non averti. Alors on continue avec les pigments, il y en a aussi d'origine végétale. Les fleurs sont une extraordinaire source de pigments. Par exemple, la bourrache, la fleur de bourrache. Et elle n'est pas bleue. Alors le bleu, la bourrache donne du bleu. D'accord? Mais ce bleu,
On l'obtient qu'à partir d'une décoction de la fleur. On ne l'obtient pas de suite. Il y a beaucoup de plantes qui ne délivrent leurs secrets et leurs pigments qu'après une transmutation. Il faut les chauffer, il faut les piler, il faut faire des décantations pour que la couleur apparaisse. Par exemple, tu prends un oignon rouge, tu le fais bouillir, tu mets ton œuf dedans à Pâques et ça colore ta coquille en rouge. Si tu mets une goutte de vinaigre à l'intérieur pendant que tu cuis ton oignon, ça va transformer en violet. Et tu peux colorer tes œufs de Pâques en les trempant dans le mélange avec ce colorant naturel violet. Le curcuma aussi ce jaune. On a beaucoup de fleurs donc, qui donnent des pigments qui sont super jolis. Par exemple, la laque de Garance, hein, qui est un bordeaux, mais juste splendide. Qu'est-ce qu'on a encore en origine végétale? Origine végétale, l'écorce de noix jaune, qui, avec cette décoction, on obtient le brou de noix et on obtient un brun couleur ébène qui teint tous vos meubles en bois. Et moi que j'utilise dans la peinture pour faire les tons de bois et les tons de peau de black. Okay. En pigment végétal, ça va me revenir sûrement tout à l'heure. Mais voilà, ça peut être des graines, des plantes où la couleur arrive tout de suite ou pas tout de suite. La betterave, merci, la betterave. Voilà, bon, il y en a beaucoup. Ensuite, on continue avec l'origine minérale, donc cailloux. Alors déjà, toutes les terres, il y a une foultitude de pigments, des ocres, à base de terre, qui vont être de couleur ocre, avec toutes sortes d'ocres différents, d'un jaune chaud à un jaune acide, suivant si dans ce pigment, il y a un petit peu d'oxyde de fer. Il y a des terres qui ont beaucoup d'oxyde de fer, donc ça fait vraiment une couleur brique. Et puis quand certains pigments sont chauffés, le métal réagit qu'il y a dans la terre, l'oxyde de fer réagit, ça change la couleur. Les céramistes le savent bien, une terre cuite et une terre crue n'a pas la même couleur. Okay. Donc, toutes les terres donnent plein de couleurs. Le nom des couleurs peut être de 2 appellations différentes. Vous saurez tout, hein? C'est intéressant, hein? Alors, soit du nom du pigment duquel elle est composée, par exemple bleu de cobalt, jaune de cadmium, donc ça vient du cobalt, ça vient du cadmium, d'accord? Soit du nom de la région duquel elle vient, terre de Sienne, rouge Ersolano, ça vient de la région qui s'appelle Ersolano, ok? Donc, ça c'est pour les pigments naturels. Et après, il y a tous les pigments chimiques inventés, et ça, là, vous avez bleu galet, paix à Tahiti, enfin, t'as tout, voilà. Après, quand c'est chimique, chacun donne le nom qu'il veut à sa création. Mais les pigments naturels, c'est vraiment, ils ont des noms et des appellations contrôlées. D'accord? Allez, on revient à notre pigment d'origine minérale. Alors, bon, les terres, ça va, c'est pas cher, c'est naturel, c'est vraiment chouette. Comme j'ai montré tout à l'heure, on prend des cailloux. On les pile le plus fin possible et on le mélange à quelque chose qui colle. Ça peut être de la chaux, ça peut être de la caséine, ça peut être la farine cuite mélangée avec de l'eau si on veut un liant naturel. Il y a tellement de liants différents, ou de l'acrylique, du liant acrylique qui est donc du plastique liquide. Ok? Alors, il y a aussi les pierres précieuses et semi-précieuses. Donc, par exemple, lapis-lazuli donne un bleu magnifique et pareil, ça s'appelle le bleu roi. Seuls les rois à l'époque pouvaient se payer ce pigment bleu roi. Aujourd'hui, on a une version chimique, il est donc accessible à tous. C'est comme le pourpre, le lac de Garance.
On peut l'acheter en version chimique, comme la vanille en fait. Vous voyez, on peut trouver des pigments et des copies de pigments, ce qui fait que c'est démocratique, tout le monde peut peindre et on ne pille pas toutes les ressources naturelles. Ok? Alors, le cobalt, par exemple, c'est un minerai. Le cadmium, le zinc, le titane, blanc de titane. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui servent, c'est des minerais plus ou moins rares qui vont être utilisés pour faire de la peinture. Et alors, attention, ça peut être toxique. Par exemple, le cadmium ou les peintures qui contiennent du plomb, quand vous les mélangez, il faut mettre un masque. Une fois que c'est mélangé au liant, ça n'est plus toxique, mais c'est quand vous mélangez, vous fabriquez votre propre peinture, ça peut évidemment vous empoisonner. D'accord? Donc c'est à usage professionnel. Si vous voulez fabriquer votre propre peinture, tapez sur les ocres et les terres, ou alors simplement vous prenez des craies, les craies des écoliers, vous les pilez et vous les mélangez avec quelque chose qui colle, par exemple du jaune d'œuf, de la colle vinylique ou du liant acrylique. Ça va? Ah, super! Alors Claire nous dit, à Dallenheim, il y a une chaulerie et ils ont une grande quantité de pigments. Mais je ne savais pas, c'est super. Moi, je travaille avec Groupe, qui est le dernier fabricant de couleurs en Alsace, donc c'est local. Il fabrique ses couleurs avec pigments, liants, et donc j'aime beaucoup travailler avec lui parce que ce n'est pas des peintures qui viennent de Chine, c'est lui qui les fabrique. Ce sont d'excellentes peintures, c'est Groupe, G-R-U-P-P. C'est un fournisseur pour les arts déco et pour le bâtiment à Suffelweiersheim avec des horaires de grossistes, donc ça ferme à 17 h. Mais top pour les liants, la peinture, les pigments, et tu trouves de la caséine, et tu trouves du brou de noix, et tu trouves tout ce qu'il faut pour peindre. Il est extraordinaire ce monsieur, est passionné. Donc, on va chez lui si on a l'occasion. Alors, on continue. Donc, il y a des pigments qui sont potentiellement mortels. Ce qui fait que, même s'ils sont très très beaux, ils peuvent nous empoisonner. Donc, à touiller, à mélanger avec un masque. Et ce n'est plus toxique une fois que c'est dans le liant. Okay. Petit aparté sur l'arsenic. Connaissez-vous cette légende qui dit que le verre sur une scène de théâtre porte malheur? Parce qu'en fait, les vêtements verts étaient teints avec un colorant qui contenait de l'arsenic. Et avec la transpiration, les acteurs s'empoisonnaient petit à petit avec l'arsenic et mouraient sur scène. Et donc, c'est resté que le verre porte malheur sur scène. Alors qu'en fait, c'était le pigment qui était toxique. Voilà, les petites légendes. D'accord. Voilà, alors on a fait le tour. Donc les métaux, les minerais, les terres d'origine animale, d'origine végétale et évidemment d'origine chimique. Aujourd'hui, on a beaucoup de choix et on peut peindre avec beaucoup de choses différentes. Les pigments sont très différents dans leur nature. Quand vous achetez un pot de pigments, celui-ci peut être à 9 € comme à 40 € et j'en ai certains qui sont même à 80 € et des fois même des centaines d'euros, toujours pour la même quantité. Pourquoi? Parce que là, on est sur des choses naturelles. Il y a des choses, le cobalt, c'est un minerai rare et c'est dur de l'extraire, donc c'est cher. D'accord? Ensuite, le pigment subit des transformations. Donc, vous avez bleu de cobalt clair, bleu de cobalt foncé. Vous avez lac de Garance clair, lac de Garance cramoisi. Vous voyez? C'est-à-dire cadmium clair, cadmium foncé, cadmium moyen, orange de cadmium, jaune de cadmium. Un même pigment va nous donner toute une palette de couleurs selon s'il a un peu été torréfié, grillé, oxydé, il va nous donner toute une palette. Donc on a vraiment dans les pigments naturels un choix mais pharaonique de couleurs. Et pourquoi travailler avec des pigments naturels? Pourquoi? C'est vrai, c'est moins cher les pigments chimiques. Pour deux raisons. Alors, la première, c'est que souvent on a une qualité de la couleur, une vibrance que l'on n'a pas dans les pigments chimiques. Ok? Quand tu fabriques ta propre couleur toi-même, tu peux vraiment faire une couleur couvrante et d'excellente qualité. Certains fabricants te vendent des tubes, donc
tu as l'impression quand tu sors la peinture, c'est épais, donc c'est riche en pigments. Faux. C'est comme les soupes de légumes qui ont été épaissies à la farine de maïs, au lieu d'être riches en légumes. Beaucoup de tubes de peinture que tu peins avec, c'est joli. Puis quand ça sèche, c'est un peu terne et mat, un peu décevant. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire vraiment un très bon liant, c'est cher la résine acrylique, hein, plutôt que d'utiliser un très bon liant et de beaucoup de pigments, moitié, ils ont triché et ils ont mis une charge neutre qui s'appelle l'itopone, qui est un épaississant neutre qui te fait gonfler ta peinture. Donc, ils en vendent plus, mais en fait, tu en as moins. Et au séchage, c'est terne. C'est pour ça que quand tu fabriques ta peinture toi-même, tu es sûr que tu as une peinture qui couvre et la qualité des couleurs est quand même autrement. D'accord? Voilà. Après, pour certaines couleurs, comme ça pille les ressources naturelles de la terre, le bleu roi, le murex, ou certaines couleurs qui contiennent du plomb et qui peuvent être vraiment dangereuses à utiliser. Surtout, vous savez, le nombre de peintres qui sont morts de problèmes au foie parce que ils sucent comme ça, vous avez la pointe du pinceau pour faire la pointe. Et en fait, comme il y avait dans beaucoup de couleurs, aquarelle ou d'huile, il y avait quand même beaucoup de choses toxiques, hein, ça les empoisonnait et ils finissaient par se tuer. Donc, hein, comme tout ce qui est professionnel, on fait attention. Voilà. Maintenant, les peintures qui existent pour grand public, quand vous les achetez, vous avez le choix d'acheter des peintures comme ça. Ça, c'est chimique. Hein, ok. Et vous pouvez aussi acheter des choses naturelles. C'est marqué dessus. Et en fait, comment tu sais la différence quand tu vas dans un magasin de beaux-arts? Les peintures chimiques sont toutes au même prix. C'est-à-dire qu'importe, tu achètes la contenance, c'est ce prix-là pour 250 ml. Toutes le même prix. Quand tu commences à taper dans les extra fines, tu as des séries 1, 2, 3, 4, 5. Et selon la couleur que tu achètes, tu n'auras pas le même prix à cause de l'origine du pigment. Ok? Moi, je commence mes tableaux avec des peintures de qualité étude ou chimique. Et je termine mes tableaux dans les dernières couches qui se voient, là où on va faire des transparences et faire éclater les couleurs avec des pigments naturels pour que ce soit plus joli. Mais quand tu fais de la grosse patouille et de la grosse masse, avec de l'empattement, tu n'as pas besoin de prendre du pigment naturel. C'est vraiment donner de la confiture au cochon, c'est pas nécessaire. D'accord? Donc vous comprenez, voilà. Moi je travaille comme ça, c'est pour ça que j'ai les deux qualités de couleurs. Quand tu achètes du pigment, donc voilà par exemple la marque Sennelier, sur le côté, tu as toute une série d'indications. Alors, la tenue à la lumière, parce que le pigment est plus ou moins stable aux UV. Il y a des pigments qui, par exemple les roses fluo, s'affadissent avec le temps si tu le mets près de la fenêtre. Donc ça, ils te le disent. Pigment stable ou pas stable. Par exemple, ça, c'est du violet de quinacridone, super joli. Donc il est rose, ça ressemble au magenta. Tenue à la lumière, 3 étoiles. Il est semi-couvrant, ils le disent. Donc c'est très bien pour les transparences. D'accord. Ensuite, certains, il peut y avoir aussi une tête de mort. Alors quand il y a une tête de mort sur ton pot de pigment, c'est que c'est toxique. Donc, tu lui mets un masque et quand tu touilles, d'accord? Et tu lâches pas tes pinceaux quand tu as fini ou avant de peindre. C'est tout. C'est plus toxique une fois que c'est dans le liant. Ça va? On suit? Ça va? Ok. Allez. On va continuer. Donc, je vous ai fait un petit tableau, mais je vais vous montrer après. Nous avons donc du pigment avec quelque chose qui colle. Il y a deux grandes familles de peinture en beaux-arts. C'est les familles de peinture à l'eau et les familles de peinture à l'huile. Ça veut dire que le liant, cette chose qui colle la peinture, n'a rien à voir avec le diluant. Alors là, maintenant, pour que vous puissiez comprendre, je vais fabriquer de la peinture devant vous. Et ensuite, on va comprendre qu'est-ce que c'est les médiums, les vernis, les diluants et tous ces termes techniques pour y voir un peu plus clair. Parce que Mazette, dans les magasins de Beaux-Arts, il y a tellement de flacons et de bidons qu'on n'y comprend rien. Vraiment, c'est compliqué. Alors, pour faire de la peinture, j'ai pris un petit récipient comme ça.
Ok, je mets pas de masque hein, parce que j'en ai pas. Non, parce que je vais pas utiliser un pigment toxique. Là, je vais utiliser un rouge de Venise, donc c'est une terre. Voilà, ce n'est pas grave de le respirer un petit peu, c'est juste de la terre. Et je vais, dans mon pot, mettre de la terre rouge de Venise. C'est un brun un peu orangé, assez joli. Et je vais prendre du liant acrylique d'excellente qualité qui vient de chez Groupe. Ok ? Et je vais mettre moitié-moitié. Il n'y a que le brode noir où on utilise moins de liant. Pardon, plus de liant. Ok, maintenant j'ai mon pigment et mon liant et je touille. J'en profite pour un peu écraser les grumeaux. Ça me fait une peinture extra fine. Ça veut dire qu'elle est riche en pigments, très couvrante, avec un pigment d'origine certifiée. Donc déjà très beau. Et au séchage, il sera magnifique, il ne sera pas terne. Là, je suis en train de fabriquer de l'acrylique. Donc là, j'ai une peinture. Ok ? Si je prends un peu plus le temps d'écraser mes grumeaux, ça ira mieux. Mais il y avait déjà des petits paquets. Si je veux vraiment que la peinture soit lisse, il faut que je pile un petit peu avant le pigment, si jamais il s'est agglutiné dans le pot pour que ce soit lisse. D'accord ? Donc là, me voilà. Et ça, c'est un pot de récup. Je ferme. Ça se garde 10 ans, 20 ans. Tant que c'est fermé. Et quand il y a les canicules, tu mets juste un petit peu d'eau et ça se garde. Alors évidemment, plus ton récipient est grand, plus il y a d'oxygène, plus ça va sécher. Donc adapte la quantité de peinture avec la taille du récipient. Donc là, j'ai un magnifique rouge de Venise. D'accord ? Cette peinture-là, c'est une peinture acrylique. D'accord ? Le diluant, c'est l'eau. C'est-à-dire, si je veux laver mes pinceaux ou faire quelque chose de plus transparent, c'est de l'eau. Ok ? Si je veux l'améliorer, la rendre plus brillante, plus satinée, plus pailletée, plus granuleuse. Si je veux l'améliorer, je vais rajouter à l'intérieur du médium. Le médium n'est pas le liant. C'est une version beaucoup plus... je vais vous montrer ça comme ça. Ça, c'est du médium. C'est une version beaucoup plus fine de la résine acrylique. C'est un améliorant. C'est comme quand tu fais un cake. Tu as tes œufs, tu as ta farine et puis tu vas rajouter peut-être un petit peu de vanille ou un petit peu de rhum, tu vois, ou un petit yaourt végétal par exemple ou de la purée d'amande. Tu vois, tu rajoutes quelque chose pour rendre ta pâte autrement. C'est ça le médium. Le médium, c'est un produit liquide ou pâteux qui va servir à améliorer, changer, adapter ta peinture, accélérer son séchage, retarder son séchage, la faire plus épaisse, la faire plus transparente, plus brillante, plus scintillante. Il y a beaucoup de sortes de médiums. Là, par exemple, ça, c'en est un pour faire phosphorescent. Ça, c'est un médium brillant. Voilà un autre médium brillant. Et celui-là, il fait aussi vernis. Il est 2 en 1 comme le shampoing. Médium, c'est le meilleur, celui-là. Avec celui de Groupe. Médium et vernis. Donc, il se met dans la peinture et il se met aussi sur la peinture quand c'est sec pour faire briller. Celui-là est 2 en 1. Le Liquitex, gloss médium et vernis, fluide médium brillant. Avec celui de Groupe, à Souffel-Weiersheim, c'est le meilleur. Ok ? Mais le médium ne sert pas que à faire brillant, hein, la peinture. Il sert aussi à faire mat, si tu veux un effet mat. Ça, c'est un médium qui rend ton acrylique matin. D'accord ? Et ça lui donne un effet gelé, frozen. D'accord ? Ok, donc le médium, c'est un améliorant. Et alors, pour chaque sorte de peinture, il y a des médiums différents. Les médiums acryliques ne sont pas compatibles avec les médiums, avec les aquarelles ou avec l'huile. Chaque famille de peinture a ses médiums. L'huile, chimiquement, c'est pas pareil que l'aquarelle, c'est pas pareil que l'acrylique. Ça va ? Ok ? Donc là-dedans, si maintenant je veux faire transparent, je fais pas dans ma masse. Ça, je laisse, c'est ma matrice, je la laisse pure. Je vais prendre ça, le mettre dans une palette et vais verser un petit peu de médium aussi à côté et je vais pouvoir faire un peu plus transparent et gérer comme ça une peinture
plus transparente, plus brillante pour faire des glacis, etc. etc. D'accord? Alors pourquoi pas faire transparent avec de l'eau? Et bien parce que l'eau, quand tu dilues ta peinture pour faire une transparence sur ton tableau, un jus quoi, quand c'est sec, c'est un peu mat. Et si tu as envie que ta couleur soit chatoyante et que ton pigment reste bien en suspension dans la couche picturale, prends du médium. C'est plus joli au séchage. C'est pour ça qu'on est souvent déçu entre quand c'est frais et mouillé que quand ça a séché. Voilà, avec le médium, c'est pas le cas. Même au séchage, c'est beau. Ok? On suit? Ok. Alors, je vous ai fait un tableau là. Et je vous dis pas, vous savez quoi? La caméra, elle filme à l'envers. Donc moi, j'ai écrit ça à l'envers pour que vous le voyez à l'endroit. D'accord? Alors, regardez comment je vous ai fait ça. Donc, il y a deux grandes familles, les familles de peinture à l'huile et les familles de peinture à l'eau. Dans la famille de peinture à l'eau, nous avons l'aquarelle qui est... C'est ça l'aquarelle, ça sert à faire des transparences dans des petits godets qui sont un mélange de pigments. C'est toujours le même pigment. C'est que le liant qui change et c'est ça qui fait la sorte de peinture. Il n'y a pas du pigment pour l'aquarelle et un autre sort de pigment pour l'huile. Tout le monde utilise les mêmes pigments, d'accord, en beaux-arts, et c'est le liant qui va déterminer si c'est de l'huile ou de l'acrylique. Par contre, si tu es céramiste ou si tu peins tes voitures et que tu es mécanicien, c'est encore d'autres sortes de pigments, d'accord? Ça, c'est encore autrement. Là, je vous parle des pigments beaux-arts. Alors, on a l'aquarelle, c'est un mélange de pigments et de gomme arabique. Non, c'est pas ça. Je vous ai montré le mauvais pot. La gomme arabique, c'est cette sève d'arbre. Voilà. Vous voyez, c'est liquide. Les bonbons sont faits avec ça aussi. Il y a aussi du fiel de bœuf et de la glycérine à l'intérieur. Voilà l'aquarelle, ce que c'est. Ok? Et je vais vous montrer l'aquarelle. C'est une technique difficile. Voilà l'aquarelle de mon grand-père. C'est une technique difficile. Ça se travaille sur papier. C'est bien pour l'extérieur. Et la difficulté, c'est qu'il faut le faire en ingé et laisser beaucoup de transparence et de blanc. On ne peut pas revenir dessus. Donc, ce n'est pas une technique facile. Avec l'huile, c'est une des techniques les plus difficiles. Ça va? Ok. L'aquarelle. La gouache ressemble beaucoup. C'est le même liant que l'aquarelle, mais beaucoup plus simple. La gouache, c'est du pigment avec de la gomme arabique, comme l'aquarelle, mais la gouache est mate et veloutée, et quand on met de l'eau dessus, quand c'est sec, ça se redilue. Vous connaissez ces petits godets de gouache de l'école, on frotte dessus comme l'aquarelle, et ça part. C'est-à-dire c'est sec, et avec l'eau dessus, ça redevient de la peinture. Alors, la gouache est une très très ancienne technique, et par contre, ils n'ont pas rajouté de glycérine et de fiel de bœuf à l'intérieur. Donc, elle ne va pas être très jolie en transparence, mais pour faire des belles illustrations pour enfants, c'est super joli. Elle a un côté mat et velouté. Elle est intéressante pour ça. Facile pour les enfants parce que ça part sur les habits, ça part sur les doigts, pour la maison, super. Et pour les illustrateurs, super. Ensuite, nous avons l'acrylique. Alors l'acrylique, on l'a vu tout à l'heure, c'est du liant qui est d'origine du pétrole, mélangé avec du pigment. Ok. Et nous avons aussi dans les acryliques les vinyliques qu'on utilise un peu plus pour les murs. C'est presque pareil, c'est une toute petite souche différente, acrylique, vinylique. Voilà. Mais les deux ne sont pas compatibles. Mais vous avez déjà pu acheter de la peinture vinylique pour peindre vos murs. Aparté, quelle est la différence entre la peinture que l'on trouve à Leroy Merlin Castorama et la peinture Beaux-Arts? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parfois, on trouve d'excellentes peintures en bâtiment que l'on peut utiliser en Beaux-Arts. Alors, c'est pas de différence au niveau qualité. On a des fois des mauvaises qualités en magasin de Beaux-Arts et de très bonnes qualités en magasin de bâtiment. C'est juste que dans le bâtiment, ils font une peinture liquide. Donc, c'est pratique pour les techniques mixtes. Moi, j'ai les deux. J'ai des gros seaux de peinture blanche liquide parce que pour peindre des grosses matières ou pour rajouter des choses à l'intérieur, c'est mieux qu'une peinture acrylique en tube. Donc, de temps en temps, allez faire vos courses aussi dans un magasin de bâtiment. Ça peut vraiment le faire aussi.
Acrylique. Brillant, mat, satiné, ça dépend l'acrylique que tu achètes. C'est complètement waterproof. Une fois que c'est sec, et ça tient sur plein de supports. La gouache, non. La gouache, c'est le papier. L'acrylique, tu peux le faire sur pas mal de supports différents. C'est génial pour les techniques mixtes parce que tu peux la maltraiter, rajouter beaucoup de choses à l'intérieur et le mettre très épais, ça ne craque pas. Donc l'acrylique a vraiment développé le mix média et les techniques mixtes. Les encres. Ah oui, alors je n'ai pas montré l'acrylique. Vous savez ce que c'est l'acrylique, hein? Je n'ai pas montré la gouache, c'est bon. Les encres, j'en ai pris, oui. C'est la version chimique de l'aquarelle. C'est liquide. C'est par exemple Colorex qui fait ça. Donc les encres, ça permet de faire des choses en transparence, mais beaucoup plus flash. Sur du papier aquarelle, par exemple, c'est très très chouette. Beaucoup plus flash que l'aquarelle. Vous avez vu la différence. Okay, donc ça, pour les enfants, super. Mais assez persistant sur les doigts et les habits. Donc on fait attention. Ça, ce sont les techniques à l'eau. Ça veut dire que je dilue ma peinture, si je veux, avec de l'eau. Et je lave mes pinceaux avec de l'eau. Un pinceau qui n'a pas été lavé à l'acrylique est mort. C'est définitif. Une fois qu'il est sec, c'est indélébile. Alors qu'avec les autres techniques, tu peux le rattraper. Même une fois sec, ça se renettoie encore après. Ok ? Toutes ces techniques se travaillent sur papier. Et sur papier plus ou moins absorbant, et l'acrylique par contre tu peux pousser plus loin et peindre sur bois, sur du carton, sur du plastique et pas mal d'autres choses. Tu peux donc rajouter du médium à tout ça pour améliorer. Ça peut être du médium pour l'aquarelle, du médium pour les encres, du médium pour l'acrylique. Il existe toutes sortes d'améliorants que tu peux rajouter dans ta peinture. Ensuite nous avons la peinture à l'huile. C'est donc un tube de peinture à l'huile avec du médium parce que tu ne peux pas diluer à l'eau quand tu peins. Donc c'est un médium spécifique que tu mélanges quand tu peins. Et ensuite, tu peux utiliser aussi de la térébenthine ou du white spirit pour diluer ou pour nettoyer tes pinceaux. Donc là, pas d'eau, ça ne sert à rien, c'est de la peinture grasse. Voilà, j'ai essayé de vous simplifier, c'est quand même vachement plus complexe que ça. Mais voilà, ce sont des vidéos qui sont grand public. Il y a encore plein de choses à dire. Par exemple, les acryliques, elles existent aussi en version liquide et encre. Les pots de médium, il y en existe vraiment de toutes sortes pour faire des épaisseurs et des transparences. Là, j'ai du pourpre, j'aurais pu vous montrer. Il y a encore plein de choses à dire. C'est passionnant, l'histoire des couleurs. Il existe des livres qui expliquent l'histoire des couleurs. Et l'histoire des liants, c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à regarder, si vous pouvez vous commander des livres ou les télécharger. Petite histoire des couleurs. Est-ce que j'ai ça là tout de suite à vous montrer? Bougez pas. Bon, j'ai fait juste une petite... c'est quand même rapide, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, par exemple, des livres comme ça, les matériaux de la couleur qui expliquent un petit peu tous les différents pigments. Et alors, les pigments, ensuite, pour les vêtements, pour... ça ne doit pas être toxique, hein, donc on ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi. Les couleurs pour le rouge à lèvres, c'est encore autre chose. Les couleurs pour la céramique, c'est encore autre chose. C'est vraiment intéressant. 5000 ans de peinture racontée à travers les pigments. Les ocres, vous connaissez peut-être les ocres du Roussillon, qui offrent beaucoup de couleurs. Le secret des couleurs. Non mais il y a plein de livres, hein, c'est passionnant en fait. Hein. Ensuite, la couleur pour pratique. Et la couleur expliquée aux artistes. C'est super intéressant. C'est couleur par couleur. Ils expliquent, voilà, c'est quoi le couleur jaune de Mars, les cadmiums, les jaunes de Naples, etc. etc. Il y a beaucoup de blancs différents, beaucoup de noirs différents. C'est passionnant l'histoire des couleurs. Maintenant, j'espère que vous avez compris que ce qui fait une couleur, une technique, c'est son liant, c'est pas son pigment. D'accord? Et que vous pouvez fabriquer votre peinture vous-même en prenant... Vous avez préparé ça.
extrait d'écolier, tu l'écrabouilles en sautant dessus et tu le mélanges avec quelque chose qui colle, genre du jaune d'œuf. Moitié-moitié. Et ça te fait une peinture de confinement fait maison. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager au maximum les vidéos de l'atelier de Noé. Et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Je vous embrasse tous. À bientôt.